Le ministère, là, c'est un extrait, là. Le ministère nous donne, je peux lire vos questions si vous en avez pendant que j'interviens. Donne un paquet de choses qu'on doit avoir vues. C'est juste, dans le fond, là, vous envoyez un extrait, là, univers matériel. On doit savoir, comme citoyen, on espère que comme, ces termes-là sont maîtrisés. Donc, la masse de quelque chose, qu'est-ce que c'est la masse de quelque chose? À définir le concept de masse, on s'attend à ce que vous compreniez, que vous soyez capable de vous débrouiller avec ça. Comparer des masses différentes ayant le même volume, définir le concept de masse, de volume, pardon. Donc, tout ça, on va passer en revue rapidement. Là, je vais vous montrer des extraits de ce qu'on a fait ensemble. Puis, vous allez voir qu'on répond à finalement tout ce qu'on s'attend. C'est comme un checklist. Dire, OK, ça, j'ai compris, ben, je l'essaye. Moi, j'ai défini un peu les questions dans le document que je vais vous partager, un peu sur la base de ça, donc pour être sûr qu'on ne soit pas trop nono. Donc, ben là, c'est pas par exprès qu'il y a eu ça, mais on avait vu ensemble c'est quoi la masse. Je vais pas assez vite. S'il y en a qui veulent essayer de répondre aux questions, quand il y en a comme ça, vous l'essayez, vous tapez. Ah ouais, je me rappelle si j'avais à dire dans mes mots la masse, qu'est-ce que c'est? Hein? La masse de quelque chose, d'un être vivant, peu importe. Hein, ici, on a un chat. Quantité d'atomes qu'il contient, oui, c'est ça, Adam. Donc, il faut s'imaginer que la matière, le seul endroit dans l'univers où il n'y a pas de matière, c'est dans le vide interstellaire entre les planètes. Sur Terre, tout est matière. Donc, vous voyez, là, j'essaie de symboliser toute chose. Par exemple, 1 kilo, c'est 1 kilo de masse. On pourrait compter les atomes. Il y a des atomes qui sont plus lourds que d'autres, mais si on veut, c'est le nombre d'atomes dans quelque chose. On est fait d'atomes, l'air qu'on respire est fait d'atomes. Puis, on avait vu ensemble les différentes sortes d'atomes. Il y en a 118 qu'on connaît. Comment on mesure la masse? Comment ça rappelle? Facile. Avec une balance, oui. C'est bon, gang? Donc, la balance en jaune, ici, c'est la balance traditionnelle, puis ça va vous servir parce que on pourrait faire le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine d'avant, le levier, là, il y a tout là-dedans. Ça aussi, c'est un levier. Donc, balance à fléau en avant, balance traditionnelle ou balance électronique, c'est avec ça qu'on mesure les quantités. Les chiffres, ça va nous donner. Okay? La valeur dans le système international, c'est le kilogramme, la valeur par dépôt. Et on convertit comment de l'un vers l'autre? Le milligramme, milli, ça veut dire millième. Kilo, ça veut dire 1000 en grec. Mais là, dans le fond, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut passer, si on fait 1000 milligrammes, ça donne un gramme, 1000 kilogrammes, ça donne 1000 grammes, ça donne un kilogramme, et 1000 kilogrammes, ça donne une tonne. Vous devez avoir une petite référence. Hein? Ça pèse combien, à peu près, un milligramme? Vous avez peut-être encore mes exemples en tête. Je vous avais dit, 1 milligramme, il faut penser à l'équivalent d'un cheveu. En tout cas, 20 cm de cheveux, c'est à peu près ça, le poids d'un milligramme. C'est vraiment léger. Donc, on s'en sert pour peser, par exemple, des médicaments, des choses qui sont légères. Le gramme, on parle d'à peu près l'équivalent d'une bille. Le kilogramme, il faut avoir 1 litre d'eau, c'est exactement, c'est la définition. 1 litre d'eau, c'est 1 kilogramme. Et une tonne, on a à peu près une petite voiture, c'est une tonne, une grosse voiture, ça serait un peu plus, là, d'avoir des petits référents. Donc, si tu vois un ours passer, tu dis, hey, t'as à peu près une tonne, oui, OK, c'est bon. Si tu vois un chien passer, tu dis pas, il y a une tonne, quelques kilos, un peu comme vous. Donc, ça fait le tour de la masse. Maintenant, justement, j'ai fait un petit croquis ici, là. Si on parle de masse, la semaine passée, l'autre avant, on avait vu le levier avec le point d'appui. Le point d'appui, je l'ai dessiné en rouge au centre. Là. J'ai un nouveau chat, puis ça fait la folle avec les fils. Donc, ici, on a un levier avec un point d'appui. J'ai mis 2 masses sur le dessus. On peut deviner que, par exemple, si le point d'appui est exactement au centre, qu'est-ce que vous êtes capable de conclure des 2 masses? Vous tentez de répondre? S'ils sont en équilibre, ça veut dire que la masse, est-ce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre?
sont égales. Super. Hein? C'est les mêmes masses. Forcément, si on est à même distance, ceux qui ont essayé même le petit laboratoire, vous êtes capable de conclure que c'est la même masse d'un côté et de l'autre si je suis à mi-chemin. Maintenant, si je déplace le point d'appui, puis je vous pose la question, lequel a le plus de masse? Le bloc vert ou le bloc bleu? Lequel est le plus lourd? Pour avoir expérimenté le labo. Lequel est le plus lourd? On essaie ça, j'ai des bleus qui sortent. Lequel est le plus lourd? Lequel a le plus de masse? On peut ou pas, là? Ceux qui ont essayé le labo savent que plus je suis loin du point d'appui, plus ma force va être grande. Ça veut dire que ici, on a forcément une masse plus grande à gauche. Le vert est beaucoup plus lourd parce que j'ai presque pas de bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance au point d'appui jusqu'à où on a placé la masse sur le levier. Donc, vous voyez qu'on peut faire des liens entre les différentes choses qu'on a vues. Là. Si on fait un autre exemple, par exemple, je prends la balance traditionnelle, là, forcément, c'est la même masse. Hein. On est exactement comme ça qu'on mesure les masses depuis l'Antiquité. Jules César, on checkait la quantité d'or de quelque chose de cette façon. Maintenant, si je déplace le point d'appui maintenant comme ça, et je vous pose la même question que l'autre avant, est-ce que c'est le vert ou le bleu le plus lourd? Regardez lequel a le plus court bras de levier. Ici, là, entre le point d'appui et la fin du bras de levier, c'est très court. Forcément, si c'est court, ça me donne moins de puissance. Je décuple moins ma force. Forcément, ici, ça veut dire que la masse va être plus lourde, la masse bleue est plus lourde que la verte dans ce contexte-là. Ceux qui n'ont pas saisi, là, je veux quand même avancer parce qu'il y a plein de choses à voir. Je fais juste un survol. Vous aurez la chance de l'essayer dans des questions de révision, les tout petites. Puis je répondrai à vos questions la semaine prochaine dans l'égard à ce qu'on aura vu. Maintenant, le volume. On a vu le volume. Qu'est-ce qu'un volume? Le volume, c'est how big it is, comme l'espace que ça va prendre. Ça va prendre moins ou plus d'espace. C'est ça le volume. Donc, un ballon, quand je le gonfle, il prend de plus en plus de volume, il occupe de plus en plus d'espace. Ce n'est pas du tout de la masse. Il peut avoir, entre nous et la Lune, il y a du volume, mais il n'y a pas de masse, il n'y a pas d'atome. Ou presque pas. Un litre, qu'est-ce que c'est? Vous devez avoir une petite référence. Un litre, vous avez déjà acheté une bouteille d'eau ou reçu une bouteille d'eau ou peut-être une grosse bouteille d'eau parce que c'est écrit 2 litres dessus. Là. Un litre, par définition, c'est 1000 cm3. C'est donc dire 10 cm par 10 cm par 10 cm. On peut s'imaginer, le 10 cm, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est cette largeur-là. Là. Donc, il faut l'avoir en tête. Ce volume-là, ça, c'est un litre. Hein? On peut dire ça. On peut dire, là, vous l'avez fait en classe, le mètre cube, c'est pas mal plus gros. Ça, c'est du volume. Donc, si on veut mesurer le volume de quelque chose, quel instrument on va prendre? Par exemple, on peut prendre pour les solides une règle. Et pour les liquides, ceux qui s'en rappellent, on prenait ce qu'on appelle le cylindre gradué. C'est ça que vous avez à retenir. Donc, l'instrument de mesure, on va exprimer les volumes de solides, même parfois les gaz. Les gaz, c'est pas mal plus flou. J'ai marqué ici les solides et les liquides. On peut mesurer les gaz autant dans un que dans l'autre, dépendamment du contexte. En ce moment, avec le COVID-19, les respirateurs artificiels fonctionnent en litres pour donner de l'oxygène aux patients qui sont en soins intensifs. Donc, maintenant, le même contexte, le levier, si je vous mets 2 blocs, est-ce que cette configuration est possible? C'est une question simple, on peut l'essayer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible ce que je vous ai dessiné là? Il y en a qui tombent là. Ouais. Adam change d'opinion. Donc, tout le monde a déjà eu dans sa main, c'est dur parce que je ne suis pas devant vous. Là. Par exemple, j'ai un truc, j'ai une assiette ici en céramique, j'ai un petit couvercle en plastique. Tout le monde sait que pour à peu près la même grosseur, le même volume, il y a des choses qui sont pas mal plus lourdes, on dit qu'ils sont plus denses que d'autres,
qui sont beaucoup plus légères. Et en passant, les choses qui sont plus légères, hein, ça flotte dans l'eau, c'est un peu ça le principe. Donc, oui, c'est possible. Il faut comprendre que le bloc noir que vous voyez à l'écran, il est beaucoup moins dense. Hein? Si j'avais à le dessiner au niveau des atomes, c'est comme si les atomes étaient plus distants. Donc, c'est possible. C'est la même masse, puisque le point d'appui est à égale distance des deux cubes, mais lui était juste plus volumineux. Les atomes étaient plus distants. Si vous vous rappelez aussi, il y a une possibilité de prendre ces atomes-là puis de les distancer en faisant une opération particulière qui est le prochain terme. Donc, c'est juste un plus grand volume. Ça va pour... alors, pour l'exclamation. Tu avais une question, Alain, là-dessus? Non? Ça va? Alain est peut-être plus là. OK. Bon, ça va. On passe au prochain point. Le volume, c'est fait. Là, vous avez une belle image animée. Pour essayer de comprendre, vous devez être capable de définir dans vos mots. Hein, la température, on a comme un réflexe depuis qu'on est jeune. On check la température dehors, on va voir s'il fait froid. Donc, on se doute que c'est pour mesurer ce qui est chaud, ce qui est froid. En science, il faut comprendre la physique qui est derrière. Donc, ce qu'on mesure, vous l'avez avec l'agitation de la molécule. Là. Quand on mesure la température, on mesure la vitesse. En fait, la vitesse des atomes. On avait dit la masse, c'est la quantité d'atomes. Le volume, c'est l'espace entre les atomes. Et la température, c'est la vitesse à laquelle elle bouge. Forcément, si j'ai une molécule dont les atomes bougent moins vite, la température va être moins élevée. Là, je vais me souris. Vous voyez, température, là, j'ai mis un thermomètre, température moins grande, vitesse des atomes moins grande. Si je mets l'extrême opposé, hein, si ça bouge super vite, je ne sais pas à votre écran si ça bouge vraiment différemment. Là. Dans mon deuxième, non. Peut-être que vous ne sentez pas. Là. Ici, il faut sentir que c'est la même molécule. Celle de gauche, les atomes bougent lentement. Celle du centre, moyen. Celle de droite, extrêmement rapidement. On ne le voit pas très bien. Je vais le montrer autrement. Là. Si par exemple, je réchauffe une molécule, ce que je fais... Ouais, il y a quelqu'un qui a embarqué son son. Il y a quelqu'un, si je réchauffe une molécule, ces atomes vont juste se mettre à bouger de plus en plus vite. Donc, je vais passer à... Malheureusement, je pense qu'on ne voit pas la vitesse. Est-ce que vous voyez la vitesse? C'est la même. Ils font de la danse synchronisée, c'est à la même vitesse. Okay. Bon, ça n'a pas marché, mon animation. Je vais vous le montrer autrement. J'avance. Ça, je vous l'avais montré. Donc, attendez. On va voir. Là-dessus, vous allez le voir. Si on réchauffe quelque chose, les atomes prennent de plus en plus d'espace et bougent de plus en plus vite. Si je le refroidis, c'est l'inverse. Hein, les atomes se rapprochent, bougent de moins en moins vite. C'est ça le principe. Là, ici, le thermomètre, là, il est discret. Hein, il n'y a presque pas de différence, mais vous voyez que plus la température monte, plus ça bouge, plus ça prend de l'espace. C'est ça qu'il faut retenir de ce qui se passe au niveau des atomes, moléculairement parlant. Donc, ça fonctionnait pour moi. Donc, la température, on mesure ça en degrés Celsius dans le système international. Dans d'autres pays, on peut mesurer ça dans d'autres unités, mais nous, c'est en degrés Celsius ici. Je vais passer là-dessus. Je vais juste aller éteindre le micro. Islam, ton micro est ouvert. C'est bon. Donc, la dernière chose sur la température. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre à cette question? Lequel des ballons est le plus chaud s'ils ont la même masse d'air à l'intérieur? Lequel est le plus chaud? Adam est allé vite sur la réponse. Oui, c'est vrai. Plus on réchauffe, si je vous fais référence à la petite animation juste avant, là, je réchauffe, plus les atomes veulent prendre de l'espace. Donc, si on regardait cette animation-là, là, vous avez vu, là, si je réchauffe, les atomes ils prennent de l'espace. Et si je refroidis, ben, ils s'approchent, ils se collent les uns contre les autres comme des pingouins qui ont froid pour le nord. Donc,
Le ballon violet, c'est lui qui est le plus chaud s'il a la même quantité d'atomes d'air à l'intérieur. C'est le principe, si on veut, qu'on appelle de dilatation thermique. La dilatation, c'est que quand je réchauffe une certaine matière, je peux passer d'un certain volume à un volume de plus en plus grand. D'ailleurs, c'est ce qui se produit dans un thermomètre, hein, parce qu'il se réchauffe, le liquide à l'intérieur va monter ou descendre si on le refroidit. Donc, dilater, contracter. Se dilater, ça veut juste dire s'étendre. Ça fait le tour de tous les points qui sont le masse, volume, température. Là. Ça fait le tour. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. On est en deux. Qu'est-ce qui se passe à Kim quand c'est le ramadan? Je ne comprends pas. Non? OK. On a vu, ça, tout le monde, ceux qui sont dans le 215 le savent, Youssef, il est super bon avec ce concept-là, hein, me semble, c'était ça, la fusion. Donc, de solide à liquide, vous devez connaître les termes. Les termes qui nous disent qu'on passe d'une phase. Une phase où un état, c'est un synonyme. Ça, c'est l'état gazeux, liquide et solide. Je vous ai dessiné ici les petits atomes aussi correspondants. Donc, les termes associés à chacune des transformations, je vous rappelle que c'est des transformations, des changements physiques. Hein, les atomes restent les mêmes, les molécules restent les mêmes, c'est juste la vitesse qui change. Et nous, à l'œil nu, les êtres humains, on est capable de voir un peu la composition, c'est soit solide, liquide ou gazeux. Les termes, je vous les montre à l'écran, vous devez les connaître. Quand on regarde un graphique, ceux qui ont fait des beaux petits graphiques, là, on commencé à le faire même dans Excel, c'était super parce qu'on commence à réaliser qu'on est capable de représenter plusieurs concepts en sciences. Vous le voyez de ce temps-là, même avec le COVID, on voit l'échelle du temps, le nombre de cas, le nombre de décès et tout. Donc, c'est très pratique, le graphique à deux dimensions. Hein. X et Y. Souvent, en X, on va mettre le temps. Et là, ici, justement, on a le temps, et en Y, je mets la température, qui peut être négative, puisqu'on est en degrés Celsius. Maintenant, vous êtes capable de voir que la température ici, elle monte, qu'elle se stabilise pour un certain temps, pour être capable de voir ce qui se passe, pourquoi ça stabilise. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a vu comme étant la transformation de la matière. Si on prenait de l'eau, on la fait chauffer, bien, le moment où est-ce que la température est stable, c'est parce qu'on est en train de passer d'un état à l'autre. Et en l'occurrence, de l'état solide à l'état liquide, ça veut dire qu'on a à la fois de l'eau et des glaçons. C'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un peut lire là, combien de temps ça a pris, si on veut, la fusion de l'eau. Et là, ce n'est pas la solidification, parce qu'il aurait fallu avoir un graphique avec des pentes inversées. Donc, juste interpréter ce genre de graphique, solide plus liquide, liquide plus gazeux et tout. On a vu pour la matière, bon, pour les substances, généralement, c'est des liquides. Il y a une caractéristique qu'on utilise en science qui nous permet, en fait, c'est une propriété caractéristique de la matière, c'est son degré d'acidité. Alors, on va dire une substance qui est plus ou moins acide ou plus ou moins basique. Donc, acide, en général, c'est ce qu'on mange, ce que notre estomac, lui aussi, il est très, très acide. Et l'échelle qui est en haut de 0 à 14, c'est ce qu'on appelle l'échelle du pH. Pour le moment, c'est pas besoin de savoir comment ça fonctionne, l'échelle du pH, juste de savoir que plus on se rapproche de 0, plus c'est acide, plus on se rapproche de 14, plus c'est basique. Les choses basiques, on ne se le met pas dans la bouche, vous vous en rappelez, c'est les produits nettoyants en général. Et la référence, c'est l'eau. L'eau, c'est neutre. Donc, peut-être avoir quelques produits, là, l'acidité en mettre du citron dans la bouche, ça fait une petite aigreur, là. Donc, c'est avoir ça en référence. On a fait des tests l'an dernier avec du papier tournesol. Il y a deux couleurs de papier tournesol, le bleu et le rouge, qui réagissent différemment. Bien entendu, si je les mets dans l'eau, il ne va rien se passer. Ça veut dire que le bleu va rester bleu et le rouge va rester rouge. Si je les mets dans quelque chose qui est acide, tout va virer au rouge. Le rouge va rester rouge. Et inversement, le papier bleu va bleuir, on va dire, lorsqu'on est dans une substance basique. Le café, c'est très acide. En fait, tout ce qu'on mange, c'est acide. C'est très rare que c'est basique. Des fois, par exemple, le lait, les produits laitiers sont légèrement, mais vraiment légèrement basiques, là, genre 7,5, quelque chose comme ça. Surtout que ça se mange, là, c'est presque sûr que c'est acide, surtout ce qu'on boit.
Propriété caractéristique. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété caractéristique? On a vu ça l'an dernier, ce qui permet de caractériser. Donc, dans le mot caractéristique, ce qu'on comprend, c'est de permettre d'identifier. Quand je viens de dire que l'acidité, la densité, c'en est une des propriétés caractéristiques. Donc, que quelqu'un, je donnais l'exemple, que quelqu'un ait les cheveux bruns, ça ne permet pas de l'identifier. Si on donnait, par exemple, l'empreinte digitale, ça nous permet d'identifier si c'est le parallèle qu'on peut faire avec les êtres humains. Effectivement, c'est une propriété qui est propre à une substance, genre la masse volumique. Les exemples que j'avais donnés sont exactement ceux-ci. Si je vous parle de quelque chose qui a une masse de 2 kg, ben c'est sûr qu'on ne peut pas savoir de quoi on parle, puisque bien des choses, on peut avoir 2 kg de beurre d'arachide, 2 kg de bois, 2 kg d'eau, on peut avoir 2 kg de pain des affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle non caractéristique à gauche, à votre avis. À droite, vous avez quelques propriétés caractéristiques. Pas besoin de les savoir tous par cœur, juste avoir quelques référents. L'exemple qui est donné par Manuel, c'est excellent. Une masse volumique, hein, si je prends la masse, je la divise par le volume. Par exemple, pour l'eau, ça donne 1, c'est une belle référence. L'acidité, je viens de dire, le point de fusion, hein, le point de fusion de l'eau, est-ce que tu s'en rappelles, le point de fusion de l'eau, à quelle température l'eau solide devient liquide? C'est ça? Quelle température? Un chiffre. Go? Ouais, 0. Bon, à 0 degré. Hein? Si ça fond à 0 degré, on peut dire fondre, fusionner à 0 degré, c'est que c'est de l'eau. Si c'est pas 0, ben c'est pas de l'eau, c'est peut-être d'autres choses. Hein, l'alcool, c'est pas pareil, par exemple. L'eau, c'est pas pareil. C'est toutes choses. Ça nous permet de les identifier. Vous pouvez, par une propriété caractéristique, déduire de l'usage qu'on va faire de quelque chose. Par exemple, le fait qu'une matière soit un bon conducteur, conduise l'électricité, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi l'électricité, mais vous doutez, là, j'ai une lumière ici, là. Je vais vous passer peut-être dans mon tableau. L'électricité, ça passe dans des choses qui conduisent bien l'électricité. Ce sont des bons conducteurs. En général, ce sont les métaux. Là, j'en mets quelques-uns, par exemple le cuivre, l'or, l'argent, l'aluminium, c'est des bons conducteurs électriques, mais on les utilise pour fabriquer des fils électriques. Ça veut dire que l'intérieur, c'est fait en cuivre dans l'exemple que vous voyez avec. Le point de fusion, je disais que c'était une propriété caractéristique. Si je veux fabriquer quelque chose qui est en fer, qui est en métal d'une certaine forme, je dois avoir, par exemple, le point de fusion de ce métal-là, là, dans la belle image que vous avez à l'écran. Si, par exemple, j'ai une substance que je veux faire fondre le fer ou le chrome, ben, il faudra que le point de fusion du contenant dans lequel je vais mettre ce métal à fondre soit plus élevé encore que la chose que je veux faire fondre. Hein. Je vous dis que le bocal, il doit résister à la température. Je peux avoir, par exemple, du fer liquide à l'intérieur d'un titane solide. Donc, la propriété caractéristique des métaux, des choses en général, nous permettent de faire un usage adéquat de celle-ci-là. Donc, la viscosité peut être une caractéristique. Oui, c'est vrai. La viscosité, c'en est une. Le sirop d'érable n'a pas la même viscosité que l'huile, pas la même viscosité que le miel. C'est pas vrai. Vous pouvez aller voir sur Internet des vidéos dans quelle viscosité on nage le plus vite. C'est super cool à regarder. Donc, on vient de passer au travers de tous ces points-là, l'état des matières, de la matière, sur le liquide gazeux, les changements, interpréter le tableau, acidité, basicité, donc l'échelle de 0 à 14, mais on peut dire surtout de acide à très basique, puis avoir un peu des exemples de substances. Puis, propriété caractéristique, ici, là, vous voyez, là, associer une propriété caractéristique d'une substance, d'un matériau à l'usage qu'on en fait. Donc, savoir, un bon conducteur électrique, on l'utilise pour faire des fils électriques, c'est bien pratique. Prochain point, on avait vu que si je mélange, si je mets deux substances ensemble, on va appeler ça comment? Allez-y. Un mélange, oui. Donc, deux substances ensemble, on appelle ça un mélange, c'est la base. Vous êtes capable de distinguer les deux types de mélange. Tout ça, c'est super facile. Je pense que les primaires, vous le savez. Homogène, hétérogène. Homo veut dire le même.
gros, si je vois qu'une phase, c'est homogène. Un mélange homogène, on peut aussi appeler ça une solution. Et le terme dans la science qu'on utilise beaucoup, c'est les deux termes suivants, c'est-à-dire, je s'appelle, la solution, ça va être super utilisé. Donc, habituez-vous, c'est un mélange homogène, une solution. On ne voit pas les substances qu'on a mis dedans. Par exemple, si vous mettez du sel dans l'eau, je ne vois pas le sel, hein, sauf si j'en mets trop. Si je mets un salière au complet, ça va venir. Et lorsque le solvant, on va se rappeler c'est quoi le solvant, c'est de l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. Donc, ici, j'ai deux mélanges. Est-ce que c'est homogène ou hétérogène? Celui de gauche, c'est homogène le plus évident. Celui de droite, malgré que ce soit la même substance, en fait, il y a juste une substance, lorsqu'il y a deux phases, c'est hétérogène. Mais vous dites qu'avec un certain temps, si les glaçons fondent, ben, une substance, un mélange peut devenir homogène. Des exemples de mélange liquide, solide, hétérogène à gauche, homogène à droite. Donc, si on est homogène, on est aussi une solution. Ça peut être une solution solide, comme ici l'espèce d'alliage de différentes méthodes pour fabriquer l'instrument. Et que contient une solution? Les deux termes qu'on va connaître là, dedans, c'est le solvant et la soluté. Le solvant, c'est ce qu'on a en grande quantité. Si c'est, par exemple, l'instrument de musique, c'est pas de l'eau, le solvant. Souvent, c'est de l'eau. Hein? En science, on va souvent mettre de l'eau, puis on va mettre de quoi dedans? Poudre, peut-être un autre liquide. Là. Et la petite quantité, là, ici, le sel, ça va être le soluté. Et si le solvant, c'est de l'eau, je l'ai dit tantôt, c'est une solution aqueuse, et on dit souvent que le translucide, je peux voir au travers. Thé, par exemple, thé arabe, hein, vous l'avez ici, c'est translucide. C'est pas transparent, mais translucide. L'air que vous respirez, c'est une solution. Je devais donner l'exemple que l'oxygène n'est pas en plus grande quantité. C'est quoi le gaz qui est en grande quantité? Tu sais, l'azote, oui, c'est ça, Youssef. Adèle, ta question, dans l'instrument de musique qui était là, l'alliage, je ne serais pas surpris que ce soit du cuivre. Je ne sais pas, à l'image, on ne peut pas le deviner, là, mais probable qu'il y ait de l'étain. Je ne suis pas un spécialiste dans l'instrument de musique. Le cuivre, ça aurait sens. Ça peut être du zinc aussi. Il y a une espèce d'aspect rougeâtre, or dedans, mais c'est pas de l'or. Donc, oui, c'est l'azote qui est en grande quantité, ceux qui se l'appellent 78% pour l'azote dans l'air. On a vu que les mélanges, donc plus qu'une substance, ben, en science, c'est intéressant des fois de les séparer, de séparer les constituants de mélange. Je veux dire, ben, là, je veux séparer l'eau du sel, je veux séparer le sable de l'eau, ou par exemple, les globules rouges dans le sang par rapport à plasma. Donc, on peut vouloir séparer. Hein, quand on fait son café, on ne veut pas boire le grain de café, donc on veut retenir seulement les petits grains. Et on a vu, là j'en montre 6 à l'écran, le tamisage en haut à gauche, la décantation ou sédimentation, pardon. Ici, en deuxième, la centrifugation, pas besoin de le savoir par cœur, mais ça existe. La filtration, donc on peut penser à un filtre à café. Hein. Ici, c'est une image pour montrer que si je laisse une solution après plusieurs heures ou plusieurs jours, il va ne rester que le soluté, puisque le solvant va s'évaporer. Et on a l'image de droite qui est typique de la distillation. Donc, dépendamment de ce qu'on veut séparer, hein, si je mets le tamisage lorsque les morceaux sont gros, lorsque les morceaux sont petits, on va prendre un filtre, c'est l'équivalent d'un tamis, mais plus serré, plus serré. Si ça ne se mélange pas, on avait dit non miscible. Le terme non miscible, ça veut juste dire que par défaut, ça ne se mélange pas comme l'huile et le vinaigre ou le vinaigrette. Si vous attendez, ça va se séparer naturellement. Le sable dans l'eau, c'est pareil, hein, ça va se déposer naturellement, des fois ça prend plus de temps. Et pour les solutions, on va soit utiliser l'évaporation ou la distillation. Donc, petit rappel de la distillation, qu'est-ce que c'est?
j'ai une solution, par exemple, que je fais chauffer, et je vais récupérer les vapeurs que je vais refroidir pour récupérer, dans le fond, le solvant. Ce qui va me rester ici dans le ballon de gauche, ça va être le solidé, et j'aurai plus de solution après un certain temps, mais j'aurai récupéré surtout le solvant. C'est la particularité de la distillation. C'est bon. Pas de questions, c'est bon. On a fait le tour déjà de toutes les transformations, mélanges, pas toutes les transformations encore, mais mélanges de substances et des séparations de mélanges. Là, c'est du contexte qu'on a vu un peu plus cette année. Hein. Ce qu'on veut voir jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on avait vu un peu ensemble l'an dernier, ce qu'on a vu cette année. Même si l'an dernier, j'ai dû vous en parler, si je regarde le concept là, que j'ai titré en bas à droite, là, ici, un atome. Vous êtes capable de me dire qu'est-ce qu'un atome? En grec, ça veut dire la plus petite particule de matière indivisible. Là, je ne peux pas la casser. Donc, si je regarde une réalité, par exemple le cube que vous voyez à l'écran, ben, si j'avais un microscope assez puissant, normalement, je verrais les atomes qui le constituent. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le modèle qu'on appelle le modèle de Dalton, c'est ça. C'est le modèle avec une petite b. Si je dis b, là, c'est vraiment, par excès de langage, là, vous devrez être habitué, si je dis atome, c'est pareil. C'est des petites b. Pour le moment, si on comprend que c'est des billes que je ne peux pas casser, mais que je peux assembler ensemble, il y en a différentes sortes de billes, là, ben c'est ça les atomes. Le modèle de Dalton, il y a différentes sortes de billes, je ne peux pas les casser. Chaque bille, une bille de carbone, c'est la même que n'importe quelle autre bille de carbone, là, mais c'était ça. C'était des petites billes qu'on colle ensemble. Donc, c'est l'atome. La différence entre les petites billes à gauche et les petites billes à droite. Maintenant, on a vu ça cette année. À gauche, les petites billes sont seules. Quand je les relie ensemble, à droite, ça peut parler dans ce cas. C'est des molécules exactement, Kim. Donc, c'est des molécules. Quand je relie deux, à partir de deux atomes ou plus, c'est une molécule. Juste être habitué de parler avec ce vocabulaire-là. Ici, on a un atome d'hydrogène, un atome de carbone, un atome d'oxygène. Si j'ai deux atomes d'oxygène, oui, j'ai deux atomes, on appelle ça une molécule. En plus, c'est une molécule de dioxygène. Ici, c'est une molécule, dans le point en haut à droite, de molécule d'eau, et en dessous, on a une molécule de dioxyde de carbone. Donc, on a toujours une formulation à l'écrit. On peut dire que, par exemple, SO2, c'est la formule chimique d'une molécule. Et là, je veux que tu sois capable de lire combien d'atomes dans cette molécule-là. Vous voyez le S, là, il ne faut pas le savoir par cœur, c'est quoi S, on regarde sur le tableau périodique, là, je vais leur donner c'est quoi. Vous avez vu, c'est dans son agenda, vous avez le droit à ça dans toute votre vie. Hein. Vous êtes à jouer avec. Il y a trois atomes, effectivement. Il y a le 1, on ne le met pas en chimie, je vous le rappelle, donc à côté du S. C'est comme si c'était un petit 1. Il y a un soufre. C'est qu'on appelle le dioxyde de soufre, cette molécule-là, mais pas besoin de la connaître. Le nom, là, ça on a 4 et 5 pour savoir comment nommer les molécules. Juste savoir qu'on voit que c'est une molécule, parce qu'on voit les symboles chimiques, puis on voit les petits numéros. Maintenant, ce que vous devez être capable dans ce secondaire 2, c'est de dire, hey, je vais le dessiner selon le modèle de Dalton, c'est-à-dire les petites billes. Les petites billes, je vais les dessiner. Là, moi, j'ai de la couleur, puis j'en ai plus que le client demande. Là. Mais si vous êtes en mesure de me dessiner cette molécule-là, dessinez au moins la molécule de soufre différemment de la molécule d'oxygène. Vous pouvez à la rigueur avoir la même grosseur, et mettez-y une texture ou écrivez un S dedans pour être sûr qu'on voit que ce n'est pas la même molécule, le même atome qu'on dans la molécule. Je fais exprès, moi, pour dessiner le soufre plus gros parce qu'il y a le plus gros aussi. Plus le chiffre sur le tableau périodique est grand, plus l'atome est gros. Donc, ici, on a une molécule. Hein, il y a combien d'atomes dans cette molécule? Allez. Yep. 5 atomes, c'est facile. Combien de sortes d'atomes différents? Il y en a deux. Exact. Donc, la molécule de CH4, bien connue sous le méthane, mais je dis méthane, c'est pas à savoir. Vous êtes capable de me dire, OK, là, CH4, si j'avais à le dessiner, hein, je pourrais le dessiner comme ça.
si j'ai par exemple un état de dioxygène, de dioxyde de carbone, CO2, ben, je peux la dessiner, je peux compter le nombre d'atomes, le nombre de sortes d'atomes de chaque sorte. Là, vous voyez, là, les réponses à les questions sont là. La taille des atomes n'est pas à respecter, ce n'est pas nécessaire. C'est juste, donne-moi une façon de repérer. Moi, je mets tout. Je mets la couleur, je mets la taille, puis je mets une lettre dedans. On aurait pu mettre juste une texture, genre, il y a des boules qui sont blanches, puis l'autre qui sont noires, puis là, j'ai une petite légende en bas, les boules noires, c'est telle sorte, les boules blanches, c'est telle sorte. Juste de savoir que dans le fond, CH4, il y a deux sortes d'atomes, puis il y a 5 atomes dedans. Je suis capable de dessiner différemment. On avait vu, ça c'est comme une théorie des ensembles, là, que j'avais simplifié, parce que là, il y a un nouveau terme qui apparaît ici, là, le terme composé. Il n'est pas à savoir, mais ça vous aide à comprendre. Il y a deux ensembles. Et là, le terme nouveau, ben, pas nouveau parce qu'on l'a vu déjà ensemble, mais que je vous rappelle, c'est le nouveau terme élément. Donc, on vient de parler d'atomes, de molécules. Et là, qu'est-ce qu'un élément? Un élément, c'est lorsque on a des atomes d'une seule sorte. Puisqu'on vient de dire ici, on est capable de déterminer combien de sortes d'atomes. Ici, il y en a deux, ici, il y en a deux. Ben, s'il y a une seule sorte, alors je suis un élément. Donc, si je prends une molécule quelconque, celle que vous voyez là, on est capable de le classer, de dire, il y a plusieurs sortes d'atomes, donc ce n'est pas un élément. Et puisqu'il y a plus qu'un atome, c'est une molécule. Je vais le mettre du côté des molécules. Si je prends un autre exemple, là, je mets l'argon, c'est important de savoir c'est lequel, mais il est tout seul. Forcément, s'il est tout seul, c'est un atome. Puis parce qu'il y en a juste une sorte, ben, c'est un élément aussi. Si, par exemple, j'ai plusieurs atomes, mais ils sont d'une seule sorte, ben, je vais les mettre dans l'espace qui est réservé, si on veut, c'est un élément qui est aussi une molécule. Molécule, pourquoi il y a plus qu'un atome? Élément, pourquoi c'est des atomes tous de la même sorte. Donc, là, on différencie les trois. Et ceux qui veulent se rappeler aussi que lorsqu'il y a plusieurs sortes d'atomes, on appelle ça un composé, et bravo. Alors, pour ça, on avait parlé de substance pure, parce que les éléments, c'est important de les différencier. C'est une substance pure, ça veut juste dire que c'est une seule sorte de molécule. Ici, dans l'exemple de droite, vous avez des molécules de dihydrogène, des molécules d'eau, donc c'est un mélange. Les deux autres exemples, ce sont des substances pures. Seulement celle du sang est un élément qui a une seule sorte d'atome. Donc, si je veux avoir du fer pur, c'est possible, mais il n'y a que des atomes de fer dans la substance que j'ai dans mes mains. Yasser avait une bonne question. OCO. Je reviens en arrière pour la question de Yasser. Il pose la question, est-ce que je peux faire OCO ou OOC ou COE? Pour, par exemple, ici, le CO2. Vous devez être capable de réunir les atomes qui sont de la même sorte pour le moment. Ça veut dire que j'aurais pu écrire O2C, mais on ne va pas écrire OCO. Et je sais que je voyais un O, un C et un O, vous devez tout de suite être capable de dire, OK, c'est deux fois la même, donc je vais mettre une fois le symbole chimique de l'oxygène, je vais mettre le petit 2, l'indice qu'on dit, pour dire qu'il y a deux atomes d'oxygène. Par contre, pour faire le lien avec la question de Yasser, on aurait pu inverser. On aurait pu dire, OK, le O2, on le met en avant, ou ici, dans l'autre exemple, CH4, on aurait pu dire H4C. C'est tout aussi bon là, pour le moment. Et il y a un ordre des choses que vous allez voir en dans son 4. Mais pour le moment, on n'en a pas de temps avec ça. Pour le dessin, oui, c'est vrai. Tu as raison, Yasser. Pour le dessin, on aurait pu mettre. Si je dessine la molécule de CO2, j'aurais pu mettre le OOC, là, ça aurait été tout aussi bon. Donc, on est rendu là. Le tableau périodique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas difficile de se rappeler que souvent, c'est écrit le tableau périodique des éléments. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est tous les éléments qui sont existants dans l'univers. On a découvert il y a 2, 3 ans, on avait vu les 4 derniers, 115, 116, 117 et 118. Ce sont les choix. Si on veut, c'est des billes. Tu as le choix entre ces 118 sortes de billes-là. Plus le chiffre est gros, plus l'atome est gros. Donc, le plus petit, c'est l'hydrogène. Je vous mets les plus courants, les plus utilisés, c'est les chiffres qui sont de 1 à 20. Mais ceux qui sont colorés, là, vous voyez au tableau, là,
Il y en a plein dans votre corps, puis c'est bien, bien pratique pour la vie, pour tous les êtres vivants. Donc, on va souvent les voir. On vient de le voir, tout ce qui est atomes, molécules, éléments et tableau périodique. Vous voyez là, ce que vous devez savoir d'un tableau périodique, décrire le tableau périodique comme un répertoire organisé des éléments. C'est tout. Donc, si je vous dis tableau périodique, c'est quoi? Ben, des petites cases qu'on a mis dans un certain ordre pour classer tous les éléments. Voilà. Tableau organisé des éléments. Vous voyez qu'ils sont en ordre numérique. Après, là, il y a des colonnes, des lignes. Là. On va voir ça en simultané. Le son, 2 secondes. Je ne sais pas si je coupe mon son. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Oui, OK. J'avais oublié que dans les petites vidéos, il y avait du son. Je vous mets différents changements. Donc, en science, hein, quand tu vois quelque chose, à peu près tout est du changement. Vous changez parce que vous grandissez dans la vie. Là, vous voyez des exemples ici de choses qui sont en vidéo accélérée ou même en temps réel. Changement, on en voit un peu partout. Là, vous voyez de la neige fondre, vous voyez par exemple de la lumière se faire, une flamme danser. Vous voyez que ici, je prends de la matière, je change la forme de la matière, je peux la trancher. Hein, les plantes qui poussent, c'est du changement aussi. Et vous pouvez reconnaître deux types de changements, ceux qui s'en rappellent, hein, changement physique et changement chimique. Ce qui se passe, c'est surtout à l'intérieur des atomes que ça va nous intéresser. On est capable d'observer des indices, donc on va se rappeler de tout ça. Changement physique, vous voyez là les exemples que je mets au tableau. Dans tous les cas, on a le avant en haut et le après en bas. Le changement physique, ce qu'on remarque, c'est exactement les mêmes molécules avant et après, ou les mêmes atomes. Ici, on avait des molécules d'eau. Si je la réchauffe, vous ne voyez pas beaucoup, ça s'anime pas mal de la même vitesse. Là. Mais si je change la température de l'eau, ça va être un changement physique. Dans la neige qui fondait, par exemple, c'en était un exemple. Si je prends une barre de fer et je la coupe en deux, c'est les mêmes atomes, changement physique. Je n'ai pas changé la nature de la chose. Si je moule du cuivre, je le fais fondre, ou si même je mélange aussi du sucre dans l'eau, hein, vous voyez, les atomes, ou les molécules pardon, de sucre vont se mêler aux molécules d'eau, mais ils sont encore toutes là, toutes entières. Donc, c'est ce qu'on appelle des changements physiques. L'autre possibilité, ça, c'est quand on voit, par exemple, les flammes des chandelles, vous avez vu. Si je prends un gaz quelconque, très inflammable, ici le méthane, CH4, je le mets en présence d'oxygène, c'est le principe de la combustion. Ça va se transformer, ça va faire de la grosse pollution ici, et ça va aussi faire de l'eau. Donc, CO2 plus de l'eau. Ça, ici, on a des atomes qui sont reliés sous la forme de molécules, hein, CH4. Ici, j'ai 3 molécules de CH4. Ici, j'ai 4 molécules de dioxygène. Et ça me donne, curieusement, d'autres affaires. Ce n'est pas les mêmes molécules, ce n'est pas les mêmes substances. Donc, il y a réellement un changement à l'intérieur des molécules, si on veut, si on réagence les atomes. Et ça, c'est ce qu'on appelait un changement chimique. C'est ça, le changement chimique. Donc, on ne peut pas le voir à l'œil nu des fois. Je vous dis, il y a des indices qui, là, dans ce cas-ci, ce serait par exemple la flamme, la chaleur, la fumée. Ce sont tous des indices de changement chimique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau des atomes. Donc, si j'ai de nouvelles molécules qui se produisent, peu importe, là, je vous en donne quelques exemples au tableau. Je mets du fer en présence d'oxygène, ça va faire de la rouille. Vous voyez ici, là, le fer s'est agencé avec la... Ça devient des... En fait, c'est du... de 2 au 3 de mémoire. Si les molécules ne sont pas les mêmes, c'est un changement physique. Là, ici, on a par exemple deux substances de mémoire, c'était comme le bicarbonate de soude en présence de vinaigre, et là, ça donne le CO2 avec le sel dans l'eau. Donc, ce sont des réarrangements d'atomes sous la forme de nouvelles molécules. Donc, changement chimique, nouvelles molécules, changement physique, mêmes molécules ou mêmes atomes. Pas juste mêmes atomes, parce que là, vous voyez, il y a des nouvelles molécules, mais c'est les mêmes atomes. Là, on va comprendre pourquoi. Là. Donc,
Nouvelle molécule, changement chimique, même molécule, changement physique. C'est ça qu'on retient. Les indices pour reconnaître, il y en a qui s'en rappellent, il y en avait 5. Production d'un gaz, changement de couleur. Donc là, vous avez une petite canne qui roule. Donc, changement de couleur, c'est l'indice qu'il y a eu de nouvelles molécules de formées. Une chandelle ici, il y a deux indices là-dedans. Il y a la chaleur et la lumière. Donc, si ça produit de la lumière, l'effervescence, ça brille beaucoup. C'est des indicateurs que c'est un changement chimique. Et finalement, vous aviez le dernier exemple ici, là, ce qui se produit lorsque je mets, par exemple, un liquide. En fait, c'est deux liquides. Hein? Il y a un liquide dans un liquide, puis là, pouf, il y a quelque chose de solide qui se forme. On appelle ça un précipité. C'est aussi un indice de changement chimique. Donc, c'est le site consulte une plaque. Ici, avec les trucs, c'est chimique. Ouais, c'est chimique, Adam. Hein? Ça veut dire que si ça s'est transformé sous la forme d'un gaz, vous l'aviez, là, un exemple là, à votre gauche, qui est la formation d'un gaz. Il y a différents, pour le moment, il y en a 3, là, je vous en mets 4 au tableau, changements chimiques que vous devez être capable de reconnaître. Si les molécules, là je mets des atomes, là, mais ça peut être la même chose si c'était des molécules, se réunissent pour former une molécule plus complexe. Donc la première ligne en haut, c'est deux choses très simples pour faire quelque chose de pas vraiment plus compliqué, mais un petit peu plus compliqué, un peu plus gros. Là, on appelle ça une synthèse. Quand je fais l'inverse, si je prends quelque chose de gros, j'en fais des petits morceaux, on appelle ça une décomposition. C'est assez facile, ces deux-là. Mais vous devez retenir ces termes-là. Et finalement, lorsqu'on a la présence d'oxygène dans les réactifs, donc les réactifs, c'est la partie à gauche de la flèche, donc ce que je vais mettre ensemble, les substances que je vais mettre ensemble qui réagissent. Si j'ai de l'oxygène, on va appeler ça, le terme c'est oxydation. Donc on sent oxydation, c'est qu'on a fait réagir de l'oxygène avec une substance, peu importe laquelle. Là. Si vous voyez l'oxygène dans les réactifs, c'est une oxydation. Par exemple, le fer qui roule, c'est du fer avec de l'oxygène qui va donner de l'oxyde de fer. Et je vous mets le dernier en bonus. Là. Si parfois, lorsque ça réagit avec de l'oxygène, ça produit en plus de la chaleur, on appelle ça de la combustion. C'est bon, Kim, c'est comme ça. La combustion, elle va être à retenir éventuellement beaucoup aussi parce que c'est pas mal utile dans la vie. C'est pas mal comme ça qu'on se fait chauffer en général, qu'on chauffe des aliments, qu'on chauffe des substances. C'est par une combustion. Que vous allumez une voiture pour l'avancer, il y a de la combustion à l'intérieur. Finalement, je pense qu'on est à le dernier élément. Aujourd'hui, ça va être pas pire. Je vous avais donné cet exemple-là. Hein. Si je prends des Legos, puis je vous disais, regardez là, j'ai des blocs Lego, j'en ai 5 à gauche, j'en ai 5 à droite. Ceux de gauche, on va appeler ça des réactifs, et ceux de droite, on va appeler ça des produits. Est-ce que c'est possible de prendre les blocs de gauche pour fabriquer les blocs de droite? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, effectivement. Il y a un bloc bleu, un jaune, puis 3 verts. Même chose à gauche, même chose qu'à droite. La flèche veut nous indiquer se transforme en. C'est une douce qui dit c'est réversible, c'est pas forcément réversible. Et ça, c'est un concept que vous n'avez pas à savoir. Réversible, vous dire, je peux aller dans le sens inverse. Là, avec des blocs Lego, bien sûr que c'est réversible, mais là, c'est pour faire un parallèle. Si ça, c'est possible, cette fois-ci, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que je peux prendre un bloc bleu, un jaune, un rouge et un vert, et faire, par exemple, un bloc jaune, un rouge et un vert? Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est possible. Ouais, mais tu as fait disparaître le bloc bleu. Hein? Donc, c'était pas possible de faire ça. Il faut qu'on conserve tous les éléments qu'on utilise. On ne peut pas en rajouter, on ne peut pas en enlever. Donc, quand je fais le comparatif avec les Legos, dites-vous que c'est la même chose qui se produit avec des atomes. Si je prends des atomes donnés, je fais exprès pour mettre des atomes de la même couleur que les blocs Lego, si j'ai, vous voyez là à gauche, 2 jaunes, 2 bleus, 1 rouge, je peux les réagencer à différentes sauces, mais je ne pourrais pas en enlever ni en rajouter. Donc, ça, c'est le principe de la conservation. Là, ici, je raccourci la conservation de la matière. L'eau ne se perd, l'eau ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est ce que Lavoisier
femme avait dit, et on voit qu'on peut réagir les choses, là, puis on a fait une expérience ensemble. Vous vous rappelez, on avait mis du bicarbonate dans du vinaigre. On avait fait l'expérience sur la balance, on avait 100 grammes. Il est où le bleu? Oh, il est seul maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Les bleus, ils sont ensemble. Les bleus? Non? OK. Donc, on se rappelle l'expérience qu'on a faite. Bicarbonate dans un Erlen Meyer de vinaigre. Si le total pesait 100 grammes, là, je mettais le bicarbonate dedans. Il y avait des bulles qui se formaient. Hein? Puis, on avait normalement une masse qui était plus petite. On avait perdu de la masse. Pourtant, hein, si on faisait la même expérience en se disant, là, je vais mettre le bicarbonate dans un ballon, puis je vais faire la même expérience, ce qu'on voyait, c'est que le ballon se mettait à gonfler, qui était un indicateur, qui avait une bonne partie exactement dedans, qui était parti sous la forme de gaz. Et vous devez être capable de me dire, bien là, dans l'expérience de gauche, là, j'ai certainement perdu peut-être 2 grammes en quelque part, qui est parti dans l'espace. Hein. Les atomes, ils ne sont pas disparus, ils sont juste envolés ou évaporés, on pourrait dire. Donc, la matière est toujours la même sur Terre depuis la nuit des temps, sauf quand il nous tombe un météorite sur la tête, qu'on envoie un astronaute dans l'espace, les atomes sont les mêmes. C'est juste qu'on les prend et on les met ailleurs. Donc, ça nous permet de faire des conclusions. Si on se rappelle, hein, le nombre d'atomes, c'est ça la masse. Donc, forcément, si je veux compter le nombre d'atomes de quelque chose, je vais mettre une balance. Là, je donne un exemple, 100 grammes. Si je vois que la masse a baissé, c'est donc que les atomes sont partis à quelque part. Ils ne sont pas disparus, ils sont juste, dans ce cas-ci, évaporés. Donc, souvent, l'exemple qu'on va poser dans les questions, c'est qu'il faudrait faire ça dans un système fermé. Donc, le système de gauche, c'est le système ouvert. Le système de droite, c'est le système fermé avec un ballon de caoutchouc. Donc, ça faisait le tour des transformations de la matière physique, chimique qu'il y avait à voir là-dessus. Et voilà, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Ça, c'est ce que je vous envoie à l'instant. Je vais le déposer dans le groupe. L'an dernier, ceux qui se rappellent, je vous avais donné les 2 premières pages qui sont restées presque les mêmes avec ce qu'on avait vu. J'essayais de synthétiser au maximum, en presque rien, tout ce qu'on voyait dans la vie. J'ai rajouté 2 pages cette année, puis c'est ça qui me prend énormément de temps, mais vous allez avoir ces 4 pages-là sous 2 formats.